This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Salut à toutes, salut à tous. La première étape du Tour du Romandie aujourd'hui, puisque le prologue ne compte pas comme une étape. Celui d'hier, Samuel Watson qui l'a remporté est le leader et va donc avoir le maillot distinctif sur ses épaules pour cette première étape qui devrait plutôt sier quand même aux sprinteurs, même s'il y a pas mal d'ascension, avec quand même plus de 3200 mètres de dénivelé, mais un final plutôt plat qui pourrait permettre au peloton de revenir sur les éventuelles échappées, alors que la première partie de course, elle, sera la plus vallonnée avec les 4 ascensions répertoriées du jour dans la première moitié et une seconde moitié, donc un petit peu plus plat. Même si il y aura une difficulté dans le final et j'ai la chance d'avoir un envoyé spécial à Fribourg qui est sur place et qui me dit que la petite côte, juste avant l'arrivée, juste avant la flamme rouge, le dernier kilomètre est plat, mais juste avant la flamme rouge, on a environ 500 mètres à 6% de moyenne, et que ça devrait faire mal aux pattes des sprinteurs, des quelques sprinteurs qui sont là, ils ne sont pas nombreux. Le grand favori du jour, c'est Mathieu Brennan, parce que c'est un sprinteur, mais on sait aussi qu'une côte comme ça de 5-6%, ça ne lui fait pas vraiment peur. Parmi les autres sprinteurs présents, on peut compter notamment sur le leader Samuel Watson, qui est quand même un leader et qui, on l'a vu hier, était en fort. On a Henry Hullig pour l'Alpecin de Koenig, Campbell Stewart pour la Jayco Alula. On a Stanislav Aniolkowski du côté de la Cofidis. Surtout, on a Pavel Bittner pour la Team Picnic Postenel qui est peut-être le meilleur sprinter de toute la start list. Est-ce qu'il sera capable de suivre le rythme là dans cette ascension finale, Pavel Bittner? On a encore Clément Venturini pour l'Arkea BNB Hotel ou Milan Menten, le sprinter belge de la Lotto aussi présent. Voilà un petit peu les coureurs qui savent le mieux sprinter, mais avec ce final en montée juste avant la flamme rouge, des coureurs punchers pourrait aussi se mêler à la lutte pour la victoire finale si l'échappée aura été repris, bien sûr, avant l'arrivée. On verra ça sur cette longue étape aujourd'hui. C'est la plus longue de ce Tour de Romandie, 195 km entre Munchenstein et Fribourg. Et ben, c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre zéro et les organisateurs là, qui se sont fait plaisir pour le départ de cette course, puisque les 2 premiers kilomètres de la course sont à quasiment 11% de moyenne. Donc c'est une belle manière de se chauffer les jambes d'entrée. Ça pourrait permettre à l'échappée de se former assez rapidement, là, une ascension comme ça dès le kilomètre zéro. Et notez que 2 coureurs ne sont pas repartis aujourd'hui après le prologue d'hier. Et ces 2 coureurs dont on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je les avais cités, Léo Bizio et surtout Joël Sutter qui avait terminé à plus de 6 minutes du vainqueur d'hier sur ce petit prologue. Ils sont certainement tous les 2 tombés. Ils ont dû se faire mal parce que ils ont abandonné. Ils ne reprennent pas la route aujourd'hui, alors que le seul dont on a vu la chute, Julien Vermote, lui, est bien là. Mais pas donc Léo Bizio, c'est dommage. On aurait aimé le voir, le jeune Français, pas plus que Joël Sutter. Et voilà, dans ces passages très, très pentus, il y a des coureurs qui tentent de sortir. On voit, Sylvain Dillier, qui est sorti d'habitude. C'est rare qu'on le voie dans l'échappée. C'est plutôt celui qui tue les échappées, Sylvain Dillier. Là, il a décidé de partir devant. Il est accompagné par un coureur de la Red Bull Boransgro. C'est Ben Zvioff, ainsi que Gerben Kuipers pour l'Intermarché Venti. Voilà, les 3 premiers coureurs là, qui ont pris un petit peu leur distance avec le peloton dès ces premiers kilomètres. Et on a 2 coureurs qui tentent de les suivre. Un coureur pour la Groupama FDJ, c'est Enzo Paleni. Et puis on a aussi là l'Érythréen de la Lidl Trek, Emmanuel Gebrexiabier, qui l'accompagne, qui vont tenter de revenir sur les 3 hommes de tête. Allez, c'est fait. Paleni et Gebrexiabier qui rejoignent Kuipers, Zvioff et Dillier. On a donc 5 hommes en tête. Le peloton qui les a laissés partir, personne d'autre qui n'a tenté de se joindre à eux. Et après une dizaine de kilomètres de course, ces 5 hommes ont déjà une 25 d'avance sur le peloton. L'échappée qui s'est formée très rapidement grâce à ces pourcentages très forts dès le début. Ils sont sortis et désormais ils ont pris leur distance.
et devrait être l'échappée du jour. On rappelle donc la composition avec Sylvain Dillier, le Suisse de l'Alpecin de Koninck, Gerben Kuipers, le Belge de l'Intermarché Venti, Emmanuel Gebrselassie, érythréen de la Lidl Trek, Ben Zvioff, l'Allemand de la Red Bull Bora Hansgrohe, et puis Enzo Paleni, le Français de la Groupama FDJ. 5 coureurs sérieux, 5 bons rouleurs, notamment Dillier et Zvioff, mais aussi Paleni, Gebrselassie. Ce sont des rouleurs, et ça sera une échappée qu'il faudra maîtriser. 4 ascensions au programme aujourd'hui, du moins 4 ascensions à répertorier. 2 cols de 3e catégorie et 2 de 2e catégorie. Le premier, on est dedans, c'est celui de Grindel. 3e catégorie, il y a donc 5 points à prendre au sommet pour celui qui passera en tête, 3 points pour le second et 1 point pour le 3e. Les échappés qui ont largement augmenté leur avance désormais, ils ont plus de 3 minutes. Derrière, dans le peloton, on voit 3 équipes rouler. On voit Julien Vermote pour la Visma The Bike qui roule. On se doute pour Mathieu Brennan. On a Victor Langelotti de l'Ineos Grenadier qui lui aussi roule. Et on suppose pour Samuel Watson. Et puis Romain Combo pour la team Picnic Postenel est aussi au travail. Et lui roule pour Pavel Bittner. Voici les 3 équipes et leurs 3 leaders sur lesquels ils comptent probablement aujourd'hui pour la victoire d'étape et qui maintiennent désormais cet écart autour de 3 minutes. Au sommet, on arrive de Grindel et c'est le Belge Gerben Kuipers qui va passer en tête devant Ben Zvioff et Emmanuel Gebrselassie et prendre donc les 5 premiers points. Il reste encore 3 cols, donc rien n'est fait pour ce maillot de meilleur grimpeur à la fin de la journée. 130 km de l'arrivée, on arrive au sprint intermédiaire de Sorvilliers. A noter que sur ce Tour de Romandie, il n'y a pas de seconde bonus. Sur les sprints intermédiaires, il n'y a que des points pour le classement à points, le classement du meilleur sprinter. Donc ça n'intéressera pas forcément les leaders. Et là, c'est Sylvain Dillier qui vient passer en tête devant Gebrselassie et Ben Zvioff et qui prend 15 points. C'est beaucoup, 15 points pour celui qui passe en tête, 10 points pour le second et 6 points pour le troisième. Sachant qu'une victoire d'étape rapporte 30 points, un sprint intermédiaire en rapporte la moitié. Donc ça peut être simplement un échappé, un coureur qui prend beaucoup d'échappées, qui pourrait remporter ce maillot à la fin du Tour de Romandie. Ça sera une lutte aussi intéressante. Et là, c'est Sylvain Dillier qui est le premier à prendre des points. Désormais, on va s'approcher de la montée de Montcrozin, un autre col de 3e catégorie, 2 km 300 à 7% de moyenne. Mais on y va en montant. Donc en fait, ça monte beaucoup plus, même s'il n'y a que les 2 km qui sont répertoriés. C'est une longue ascension jusqu'au sommet du Mont Crozin. Et Gerben Kuipers qui fait le plein au sommet du Mont Crozin, c'est encore lui qui passe. On retrouve le même trio que sur la montée précédente, avec Gerben Kuipers qui prend les 5 points devant Ben Zvioff et devant Emmanuel Gebrselassie. Désormais, on va avoir une courte descente et on va immédiatement enchaîner avec une autre ascension, le col de Pontin, 4 km 500 à 7,6% de moyenne. Cette fois-ci, c'est un col de 2e catégorie. Il y aura donc 10 points à prendre au sommet pour celui qui passera en tête. L'écart qui tourne toujours autour des 3 minutes 34 minutes, alors qu'on est dans ce col de Pontin et que ça devient difficile pour Sylvain Dillier qui lâche là dans les échappées. Sylvain Dillier qui est en train de craquer là, ça monte trop fort. C'est dur aussi pour le Français Enzo Paleni. Et au sommet, là, on se rapproche et c'est Ben Zvioff qui fait une accélération et qui attaque à la fois pour prendre il va prendre les 10 points. Ben Zvioff au sommet du col des Pontins. Et il a distancé Gerben Kuipers et Emmanuel Gebrselassie qui s'accrochaient encore dans sa roue. Sylvain Dillier et Enzo Paleni sont un petit peu plus loin. Et Ben Zvioff qui passe en tête donc du col des Pontins. Désormais, c'est de nouveau une descente assez rapide avant la dernière ascension du jour, la plus dure. Chaumont, 3 km à 12% de moyenne. Donc attention là, aussi dans le peloton, pour les sprinteurs qui veulent jouer la gagne, il va falloir s'accrocher dans cette dernière difficulté de la journée. 77 km de l'arrivée et le peloton qui a commencé à accélérer, qui se rapproche, 2 minutes 30 entre donc le peloton et les hommes de tête, puisque Ben Zvioff a été finalement rejoint par Gerben Kuipers, les 2 coureurs qui se battent vraiment pour le classement de la montagne. Kuipers est passé au sommet des 2 premières difficultés devant Zvioff et Zvioff est passé au sommet de la 3e. Et sur cette 3e difficulté, Kuipers n'a pu prendre que la 3e place derrière Gebrselassie qui lui par contre n'a pas suivi ensuite, il a été lâché par Kuipers. On a donc ces 2 hommes à l'avant qui ont environ 30 secondes d'avance sur Enzo Paleni qui n'a pas abdiqué, alors que derrière Sylvain Dillier et Emmanuel Gebrselassie sont plus loin à plus d'1 minute et semblent désormais attendre que le peloton les avale. Il y a encore 10 points à prendre au sommet de Chaumont, vraiment en difficulté très dure. Il y a des passages à plus de 20%.
Et ça va être une belle bataille entre Zhuov et Kuipers. En gros, celui qui passera en tête de cette difficulté sera le leader du classement de la montagne ce soir et demain. Et logiquement, tout à l'heure, Garen Kuipers n'avait pas pu suivre l'accélération de Ben Zhuov au sommet. Et là, il lâche. C'était même pas une accélération de Zhuov. Il a juste continué sur son rythme assez soutenu. Et Garen Kuipers qui ne peut plus prendre sa roue. Ben Zhuov qui l'a lâché et qui va probablement passer en tête au sommet de Chaumont et donc être le leader du classement de la montagne ce soir. Derrière le peloton qui est haut aussi. Dans cette ascension, on va à un rythme assez tranquille. Personne qui ne tente d'aller à un rythme d'enfer pour lâcher peut-être quelques sprinteurs. On reste solidaire dans le peloton. L'échappée n'est qu'à 2 minutes 30. On s'inquiète donc pas trop. Alors qu'ils sont en train justement de reprendre un des échappés. Emmanuel Gebrek-Zabier qui va être repris par le peloton. C'est fait pour Ben Zhuov qui passe seul en tête au sommet de Chaumont et qui avec 26 points au total sera donc le leader du classement de la montagne. Il a toujours 2 minutes. Ouais, il a même augmenté son avance. Il a près de 3 minutes d'avance sur le peloton. Allez, on va en profiter pour faire un point sur un focus sur Ben Zhuov. Alors que Garen Kuipers passe à son tour environ 16 secondes derrière Ben Zhuov. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Ça serait peut-être pas mal qu'ils soient tous les deux ensemble s'ils veulent avoir une chance. Et avant de faire un point sur Ben Zhuov, quand même, on voit des coureurs lâchés derrière. Dans le peloton, on a vu surprenamment le jeune Suisse, Jan Christen, être lâché. On voit Stéphane Bisseger être lâché. On voit Romain Combo, qui a beaucoup travaillé aussi, être distancé. Mais il pourrait peut-être encore revenir. Il y a du temps. On est loin de l'arrivée, 75 km. Un coureur de la Movistar, là, c'est qui C'était David Chimolai pour la Movistar. Quelques coureurs qui vont peut-être se regrouper pour revenir sur le peloton et finir dans le même temps que tout le monde. Même si le peloton ne va pas à un rythme d'enfer, les pourcentages sont tellement élevés là que certains coureurs lâchent. La plus grande surprise, c'est Jan Christen, qu'on s'attendait, qui est suisse en plus à domicile. Il doit être dans un mauvais jour, peut-être malade, Jan Christen, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est distancé définitivement. Il reste du temps pour entrer sur le peloton avant l'arrivée. Ben Zhuov, donc un petit focus parce que c'est un coureur intéressant. Il est en tête, seul en tête désormais. Il sera le leader du classement de la montagne. C'est un coureur qui est assez âgé, 31 ans, l'Allemand. Mais c'est intéressant parce que il a commencé sa carrière sur le tard. Il n'est devenu professionnel qu'en 2021. Il avait donc 27 ans. Auparavant, il ne jouait même pas ni en division continentale ou Pro Tour. Il était complètement amateur. Comment la Bora-Hansgrohe l'a repéré, je ne sais pas. Mais en 2021, il passe de niveau complètement amateur au World Tour directement, sans passer par aucune case intermédiaire. Il signe à la Bora-Hansgrohe et il y est toujours, évidemment, l'Allemand qui n'a jamais remporté de victoire dans sa carrière. Aucune victoire. Il a fait quelques deuxièmes places sur des étapes du Tour de République tchèque ou du Tour de Turquie, où il avait également terminé deuxième du classement général. En World Tour, il a fait très peu de résultats. Il faut dire que ce n'est pas sa spécialité. Ben Zhuov, c'est un pur équipier. 8e du classement général de l'UAE Tour il y a 2 ans. Par exemple, c'est un cours un petit peu de classement général, mais en général, il est plus là pour aider ses leaders. C'est rarement lui le leader, c'est même jamais lui le leader de son équipe. Ben Zhuov, il a participé à 3 grands tours, 2 Vuelta et un Giro pour une 14e place sur une étape comme meilleur résultat et une 35e place au classement général de la Vuelta l'an passé comme meilleur classement. Il n'a étonnamment jamais participé à de monuments, alors qu'on aurait pu le penser, peut-être le voir quand même, notamment sur Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie. Ben Zhuov, l'équipier parfait pour Primoz Roglic, pour Daniel Martinez, pour Vlasov, pour Lipovic. Forcément, tous ces coureurs sont au-dessus de lui dans la hiérarchie de la Red Bull Bora-Hansgrohe et donc il a rarement sa chance. Cette saison, on l'a vu sur le Tour Down Under, sur Paris-Nice, sur l'UAE Tour. Il a quand même pas mal roulé sur le Tour des Alpes également, sans jamais faire le moindre top 10. L'équipier Ben Zhuov, donc carrière commencée sur le tard, carrière de laborieux en quelque sorte. Un équipier, mais qui aujourd'hui a sa chance devant et qui va tenter de résister jusqu'au bout. Et puis peut-être qu'il va se mettre comme mission de remporter ce maillot de meilleur grimpeur, pourquoi pas. Alors que Ben Zhuov, justement, il a dû ralentir un petit peu pour permettre à Garen Kuipers de revenir sur lui. Et c'est chose faite, ils sont donc 2 devant, vaut mieux. Être 2 pour avoir une chance de résister au retour du peloton. Tout seul, c'était peine perdue. À 2, ils peuvent se donner des relais, se reposer dans la roue de l'autre. On a donc un duo. On a vu Enzo Paleni passer un petit peu plus loin au sommet de Chaumont. Ça sera plus compliqué pour le Français de rejoindre ces 2 hommes de tête. 40 km de l'arrivée, et l'écart qui a fortement diminué. Plus que 50 secondes d'avance pour les 2 hommes de tête, Garen Kuipers et Ben Zhuov. Derrière, Enzo Paleni et Sylvain Dillier avant lui ont été repris par le peloton. Il n'y a plus personne d'intercalé. Et les 2 hommes qui arrivent à un nouveau sprint intermédiaire là. Il y en aura encore un autre après ça. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de seconde à prendre, je ne suis pas sûr que ce soit
leur priorité. Benzioff sera en tête du classement de la montagne. Est-ce qu'il va laisser Gerben Kuipers prendre ses points peut-être pour, oui, d'ailleurs, on le voit un petit peu se relever là. Benzioff, ils vont pas se battre. C'est Gerben Kuipers qui va passer en tête et prendre les 15 points. Éviter de perdre des forces pour un sprint un petit peu inutile. S'ils veulent avoir une chance, même si, vu l'écart, qui est que 50 secondes, ça paraît compliqué. On voit la Team Ineos et la Visma Lease Bike beaucoup travailler dans ce peloton. On a vu aussi l'IF, Education Easy Post, travailler un moment avec Hugh Carty, qui étonnamment avait pris la tête du peloton. On travaille peut-être pour Alex Baudin ou Lucas Nerurka, alors que c'est confirmé, c'est bien Gerben Kuipers qui passe en tête de ce sprint intermédiaire à 39 km de l'arrivée. Et le dernier sprint, qui sera également pour Gerben Kuipers, que Benzioff a gentiment laissé passer en tête. Il se trouve que ce dernier sprint aussi, celui qui passe en tête, est récompensé du prix de la combativité. C'est pas un jury comme il peut y avoir sur d'autres épreuves par étape. Là, c'est juste celui qui passe en premier ici reçoit le grand prix de la combativité. Alors c'est une stratégie un peu risquée parce que si c'est le peloton qui passe, c'est juste un coureur random qui est en train de mener le peloton qui reçoit ce prix de la combativité. Si l'échappée était repris d'ici là, c'était pas le cas aujourd'hui. L'échappée, qui n'est plus que de 2 hommes avec Benzioff et Gerben Kuipers, s'est passé et ils se sont immédiatement relevés après avoir passé ce point. J'ai l'impression ils avaient 30 secondes, ils en ont plus que 15. Ils ont bien compris qu'aujourd'hui, malgré leurs efforts, ils n'arriveraient pas à aller jusqu'au bout, alors que c'était une étape qui aurait vraiment pu se prêter à une échappée victorieuse s'ils avaient été un petit peu plus nombreux. Mais ils se sont relevés là. Oh, attention, il y a une chute derrière. Il y a une chute derrière. Un coureur de l'Arkea, un coureur de la Decathlon. C'est Callum Scottson pour la Decathlon qui est tombé, qui se relève un petit peu difficilement, mais ça va. Ça repart aussi pour le coureur de l'Arkea, même s'il a un petit problème de vélo. C'était une chute à l'arrière, alors qu'à l'instant, ils se sont définitivement relevés. Ils ont roulé jusqu'à ce point du prix de la combativité et se sont immédiatement relevés. On les verra. Donc tous les deux sur le podium. Benzioff avec son maillot de meilleur grimpeur et Gerben Kuipers avec le maillot, avec le prix de la combativité. Et il sera aussi bien classé au classement par points puisqu'il a encore pris 15 points là sur ce dernier sprint. On est à 24 km de l'arrivée. Le peloton est désormais complet et on se dirige vers un sprint. Mais attention encore une fois à cette montée finale dont m'informe mon envoyé sur place qui devrait poser des problèmes. Ça sera peut-être pas un sprint 100% massif aujourd'hui. 4 km de l'arrivée. On est désormais bien sûr dans le final. Et c'est désormais une guerre de placement entre les équipes. C'est la Soudal Quickstep qui est la mieux placée pour l'instant, qui a 2 coureurs devant. On travaille peut-être pour Casper Pedersen qui est assez rapide dans cette équipe. Là, on est dans une descente et ensuite, ça va commencer à faire cette petite montée avant d'arriver dans Fribourg et le dernier kilomètre plat. Et il faut faire attention, il y a beaucoup de virages, beaucoup de mobilier urbain. Le peloton est complet, donc attention évidemment aux chutes. Les cyclistes qui sont sur le pont désormais en file indienne pour entrer dans Fribourg. Là, si on est à la 50e place, c'est déjà très compliqué. Vraiment, les coureurs sont en file indienne, ça va très vite. À la fin de cette descente, on est désormais à 2 km de l'arrivée et on entre dans la ville. Et là, il faut être très vigilant. Ça va faire pas mal de virages. Les routes sont beaucoup plus étroites tout d'un coup. C'est toujours la Quickstep qui est en tête du peloton. Et allez, Geraint Thomas qui vient prendre les choses en main pour l'Ineos Grenadier. Samuel Wilson, je pense qu'il va vouloir encore essayer de sprinter aujourd'hui pour défendre son maillot de leader, évidemment. Il est dans le même temps qu'il vaut Oliver en plus. Donc voilà, son maillot est en danger. Il y a des bonifications à l'arrivée là par contre. Il n'y en avait pas sur les sprints intermédiaires, mais il y en a à l'arrivée. Ben Swift dans la roue de Geraint Thomas. Alors qu'on y est dans ces passages un peu pentus. Est-ce qu'il y a un coureur qui va tenter de sortir? Ouais, c'est un coureur de la Movistar. Il se dit que c'est maintenant ou jamais pour sortir. Mais non, il n'a pas réussi là. Il s'est retourné, il a vu que ça a suivi et du coup il n'a pas insisté. Le peloton qui est toujours groupé, suivre au rythme de Geraint Thomas. On a passé la flamme rouge et on se dirige vers un sprint massif. Attention, là, il y a une attaque peut-être d'un coureur de la Team Emirates. Et il l'a fait dans un virage. Du coup, il était légèrement bloqué par Geraint Thomas. Il n'a pas pu faire son attaque à fond. Ouais, c'est dommage. Il a été gêné par le virage, par Thomas et ensuite par la moto. Et alors qu'il était vraiment bien parti. Et du coup, il a laissé tomber là, le coureur de l'Emirates. Matthew Brennan, bien placé. Il n'a pas d'équipier avec lui, mais il est dans la roue des Ineos. C'est un petit peu décousu. Il n'y a pas de train du tout. Et on se rapproche désormais de l'arrivée. C'est un coureur de la Lotto qui est désormais en tête. On a 2 coureurs de la Arkea BNB Hotel qui sont plutôt bien placés. Amaury Capio probablement ou Clément Venturini qui sont là. Et c'est Matthew Brennan qui lance le premier. Alors, il lance de très loin Matthew Brennan. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout? Ça paraît ambitieux, mais oui. Et même facilement, la victoire. Il était le grand favori et il s'impose avec une facilité déconcertante, Matthew Brennan. On pensait qu'il avait lancé de trop loin, mais en fait, il a attendu le bon moment. On n'était pas si loin de l'arrivée que ça. Et personne n'a pu le rattraper. Il finit avec un vélo d'avance sur tout le monde. Personne n'a essayé finalement de faire le coup du kilomètre ou de lancer un petit peu avant pour surprendre, de profiter de la petite montée avant.
Et du coup, c'est une victoire facile pour le coureur de la Visma Lease Mike, Matthew Brennan. Derrière, c'était un petit peu tout le monde sur la même ligne. Pour la deuxième place, ça va être, va falloir revoir le ralenti pour voir qui fait le podium. Allez, on revoit ce ralenti. Là, Brennan en deuxième position dans la roue d'un coureur de l'Arkea. Et il n'y a personne qui suit en fait quand Brennan lance son sprint. Il n'y a personne qui lance aussi son sprint. C'est assez étonnant. C'est pour ça que je pensais qu'il était loin. Personne ne voulait. Et du coup, il finit avec bien plus d'un vélo d'avance derrière. On a la lutte entre un coureur de la Decathlon et un coureur de l'Ineos pour la deuxième place. Est-ce que ce serait pas Benoît Cosnefroy là qui a fait le sprint pour la Decathlon et qui vient chercher le podium? On va voir ça. Non, c'est Aurélien Paré-Peintre. C'est pas Cosnefroy, c'est Paré-Peintre, tiens, qui est venu faire le sprint. C'est pourtant pas sa spécialité du tout, à Paré-Peintre. Et il vient faire deuxième. Il vient coiffer le coureur de l'Ineos Grenadier, l'Américain Artem Schmidt, qui fait troisième. Et derrière, c'était un coureur de l'Intermarché Venti qui était bien placé. C'est leur leader, le Hollandais Huub Aerts. Alors que pour l'Arkea BNB Hotel, qui était bien placé, mais qui n'a pas réagi à l'attaque de Mathieu Brennan, c'est Clément Venturini qui vient faire cinquième. Mais ouais, Mathieu Brennan a lancé son sprint et personne n'a réagi, alors qu'on était à 200 mètres de la ligne et du coup il s'impose avec une facilité déconcertante. J'ai dit un vélo d'avance, mais en vrai il en avait 4. Mathieu Brennan qui confirme qu'il est bien la révélation, on va dire, de l'année. On ne le connaissait pas vraiment. L'an passé, faut dire qu'il a que 19 ans, donc l'an passé il en avait 18, il n'était pas professionnel. Et là c'est déjà sa 4e victoire pro de la saison après sa victoire sur le Grand Prix de Denain. Et ces 2 victoires sur le Tour de Catalogne qui était une course World Tour, et 3e victoire au World Tour déjà à seulement 19 ans sur cette première étape du Tour de Romandie pour Mathieu Brennan qui, attention là, on tient peut-être un nouveau Mark Cavendish pour la Grande-Bretagne avec un sprinter qui vraiment se révèle et dont on va entendre parler durant des décennies, là, au moins une. Il devance bel et bien donc Aurélien Paré-Peintre qui allait faire le sprint, le grimpeur de la Decathlon AG2R qui était là devant Artem Schmidt pour l'Ineos Grenadier, Huub Aerts de l'Intermarché Venti. C'est que des coureurs inattendus, c'est pas du tout les coureurs que l'on attendait. Ils sont où les sprinteurs? Ça explique aussi pourquoi Mathieu Brennan s'est imposé si facilement. C'est parce que les autres sprinteurs, ils n'étaient pas vraiment là dans le final. Clément Venturini, quand même, donc il fait 5e. Ensuite, c'est Oscar Onley qui vient faire la 6e place. Clément Champoussin, ça non plus, c'est pas un sprinter et pourtant il vient faire 7e. Milan Menten, 8e. Le voilà, le sprinter de la Lotto devant Ramses De Bruyne pour l'Alpecin de Koenig et Ben Swift de l'Ineos Grenadier qui complète le top 10. Les sprinteurs, il faut aller les chercher un peu plus loin. Aniolkowski qui fait 17e. Pavel Bittner seulement 29e. Donc voilà, et malgré tout, cette petite difficulté à la fin, elle a empêché certains sprinteurs qui étaient mal placés de revenir dans le final et de disputer la victoire à Mathieu Brennan. Et puis il y a eu quand même quelques coureurs qui ont perdu du temps au classement général. On a par exemple Luc Plapp et Pablo Castrillo qui perdent une trentaine de secondes. Donc ça, c'est quand même la mauvaise affaire pour ces coureurs-là. Et puis, on voit aussi qu'en fait, il y a pas mal de sprinteurs qui ont été lâchés dans le final. Ainsi, Lucas Neurkar termine 126e à plus de 3 minutes. Stan Van Triert, 129e à plus de 16 minutes. Et puis, on a tout un groupe qui termine à 19 minutes avec Henri Houlig notamment. Là aussi, c'est un sprinter pour l'Alpecin de Koenig. Le dernier du jour, il termine 6 minutes après ce dernier groupe. Tout seul, c'est Johan Preich Petersen, un autre coureur de l'Alpecin de Koenig. Et puis on a eu un abandon avec Jacob Eriksson, le Suédois de la Tudor Pro Cycling Team, qui n'a pas fini la course aujourd'hui. Classement général, il y a eu du changement parce que Mathieu Brennan, il était bien classé puisqu'il avait fait un bon chrono hier. Il vient prendre tout simplement la première place du classement général. Il devance désormais Samuel Watson et Ivo Oliveira de 3 petites secondes. Artem Schmidt, lui aussi, avait fait un bon chrono hier et remonte au classement. Il est 4e devant Ivan Romeo. Aurélien Paré-Peintre, grâce à sa 2e place, fait lui aussi son entrée dans le top 10. Il est 8e du classement général dans le même temps que Kung Gernalek et Remco Evenepoel. Au classement par points, là aussi, avec sa victoire, Mathieu Brennan s'impose, d'autant plus qu'il y a 50 points en fait pour le vainqueur d'étape. Hier, sur le prologue, il n'y en avait que 30, mais sur une étape, il y en a 50. Ce qui explique pourquoi il y a 15 points à prendre au sprint intermédiaire. C'est parce qu'il y a 50 points à l'arrivée. Et aussi, le dernier sprint intermédiaire, celui qui permettait de savoir qui était le combatif du jour, n'offre pas de points pour ce classement du meilleur sprinter. Donc, du coup, Mathieu Brennan est largement en tête avec 52 points. Il devance Samuel Watson et Aurélien Paré-Peintre qui ont tous les deux 30 points. Au classement de la montagne, là, c'est Ben Zvijov qui a été le meilleur aujourd'hui. Parmi les échappés, il a 26 points. Il devance Gerben Kuipers qui a 20 points. Emmanuel Gebrexabier est beaucoup plus loin en 3e position avec 8 points. Et puis Mathieu Brennan, évidemment, du haut de ses 19 ans, il est le meilleur jeune. Il devance Samuel Watson et Artem Schmidt.
Demain, étape assez similaire à celle d'aujourd'hui, avec 4 ascensions, 3 cols de 2e catégorie et un autre de 3e catégorie qui devrait permettre à une échappée de s'élancer, mais un final plat avec 50 km plat, d'abord 20 km de descente, puis 30 km de plat, qui devrait permettre encore plus qu'aujourd'hui un sprint massif parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté dans le final. Ça sera encore peut-être l'occasion pour Mathieu Brennan de s'imposer, même si cette fois-ci, grâce à ce final un peu moins difficile, les autres purs sprinteurs que sont Pavel Bittner, que sont Aniolkowski, que sont Milan Menten pourraient se mêler à la lutte pour la victoire. Ça sera demain sur le Tour de Romandie. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.